Bonjour à vous, bonjour. Il est 14h03, nous sommes le dimanche 5 janvier 2025. Heureuse de vous retrouver en direct sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3 pour ce nouveau numéro de l'Instant Culture de cette nouvelle année 2025. Je vous présente mes vœux de bonheur, santé et surtout souhaits pour la paix, pour la fin du génocide qui se déroule sous nos yeux à Gaza. 90% des femmes et des enfants de Gaza souffrent de traumatismes profonds avec plus de 5000 cas de folie pure parmi les femmes qui ont perdu leurs enfants et qui ont vu ça de leurs propres yeux. Donc l'année 2025, on pense très fort au peuple palestinien. Elle s'annonce difficile. Courage à ce peuple. En tout cas, je vous souhaite une année de moments qui comptent pour vous et surtout passez-les auprès des gens que vous aimez. Alors on a le plaisir de passer un petit moment en compagnie de Madame Nedjet Rda. Elle va nous parler de cette expo qui va encore durer pendant un mois. Et puis nous aurons l'association musicale culturelle El Nahda d'Oran. On va faire un point sur l'hommage qui a été rendu à leur maître. 14h05, Mohamed Oualbi à la commande de cette émission. Il nous fait le plaisir de rester fidèle au poste. Un grand plaisir de retrouver chers camarades. On démarre l'émission et puis Lfgoum qui est à la régie et puis Samir à la technique et notre cher ami Mouni. C'est ça, Mouni, voilà. Mouni, on la salue. Voilà, toute une équipe à votre service. Ne partez pas trop loin. Prenez votre café, on vous tient compagnie. Si vous êtes en voiture, conduisez prudemment. Radio Alger Chaîne 3, l'Instant Culture, c'est tout de suite. Bonjour Nedjet Rda, merci d'être en direct avec nous. Bonjour, merci à vous. Toujours un plaisir, évidemment votre fidélité à tout ce qu'a fait Rda. Vous êtes là pour essayer de nous faire encore découvrir à cette jeune génération. Vous êtes professeur de langue et de langue et de littérature française à la retraite et épouse du défunt peintre Mohamed Rda, dont l'œuvre fera bientôt l'objet d'un dictionnaire raisonné qu'on attend. J'espère bientôt pour 2025 cette année. Ah oui, là, il est temps. Il est temps, oui, je sais. Et c'est quelque chose que vous tenez à cœur parce que ça fait combien d'années que vous y travaillez, Nedjet ? Oh, ça fait la 4e année. La 4e année, j'espère. Mais cette fois-ci, nous vous accueillons à l'occasion d'une belle exposition que lui consacre la galerie Hala. La galerie d'ailleurs a décidé de prolonger cette exposition jusqu'au 4 février 2025. L'exposition des œuvres de Mohamed Rda, quel a été l'accueil du public et comment a été découverte ou redécouverte cette peinture de Rda, Nedjet ? Écoutez, je suis vraiment satisfaite de constater que malgré le temps qui passe, l'œuvre de Rda reste quand même présente dans les esprits. À vrai dire, c'est le nom de Rda qui est resté dans les esprits et c'est la raison pour laquelle je voulais associer ce nom à la vision de son travail. Et donc, je me suis arrangée pour que cette exposition couvre un peu toutes les facettes de la production, la sculpture exceptée parce que j'avais pas le moyen d'exposer les maquettes de sculpture, mais pour ce qui est de l'œuvre peinte, il y a à la fois les toiles, les huiles sur toile, les aquarelles, les affiches, les gravures, les affiches, donc un petit peu toutes les facettes de sa production. Oui, et pourquoi la décision a été est-ce que c'est votre décision, Madame Nedjet Rda, de prolonger l'exposition encore pour un mois ? Ça a été une décision collective parce qu'il y a eu une demande. Il faut dire que les 15 derniers jours de l'exposition, des dates initiales, ont correspondu avec les vacances. Oui. Et beaucoup de personnes sont sorties, ont quitté Alger. Et donc, il y a eu une demande et le galeriste, M. Djerri, m'a demandé s'il était possible de garder les œuvres, ce que j'ai accepté immédiatement. Avec grand plaisir, évidemment. Avec donc, vous avez encore le temps jusqu'au 4 février. Alors, on salue aussi le directeur de la galerie Hala. Une jeune... Qu'est-ce que vous pensez, alors, quand Madame Nedjet Rda, vous avez fait plusieurs galeries, vous avez exposé Oui. Écoutez, moi, je suis... j'ai deux
comment dire, de perception, pas seulement de cette exposition, mais de la culture en général. C'est que d'un côté, je déplore une déperdition de l'information qui est tout à fait patente. Et d'un autre côté, je constate un dynamisme et une soif de culture qui est elle aussi très évidente. Et je me dis que c'est du devoir des gens de ma génération, de la génération qui vient tout de suite après moi, etc. En tout cas, des gens qui travaillent encore, c'est de notre devoir de passer le flambeau. Et que si les jeunes ignorent l'histoire de la peinture ou l'histoire de la musique ou l'histoire de la littérature, etc. Parce que la transmission n'a pas été... je sais qu'il y a eu des circonstances terribles qui ont fait qu'on a eu une coupure drastique de la transmission. Mais maintenant, il faut quand même accélérer le pas pour reprendre la dynamique de la transmission. Et surtout, le fait que les jeunes puissent prendre racine dans un humus, dans leur identité. Dans une terre qui est déjà labourée. Tout à fait. Parce que, rien ne sort de rien. Donc, et on ne vient pas de nulle part. On ne vient pas de... Et voilà. Et donc, il y a à la fois un devoir mémoriel, un devoir patrimonial, un devoir patrimonial et un devoir scientifique. Jusqu'à c'est comme un legs, je dirais, qu'il faut à chaque fois savoir et de transmettre. C'est un legs. Jusqu'à présent, il n'y a pas de revue d'art chez nous. Il y a eu plusieurs tentatives d'en créer une, mais ça n'a pas encore pris. Et donc, voilà, il faudrait que les jeunes s'emparent de ce problème et qu'on ait une vraie critique picturale, une vraie critique musicale. On a quelques voix, mais ce sont toujours les mêmes. Tout à fait. C'est pas assez. Donc, il faut multiplier. Mais qu'est-ce que vous pensez, Madame Nedjet, quand vous décidez de programmer une exposition? Alors, vous avez rencontré Ali Djeri, vous décidez, est-ce que c'est les lieux qui vous parlent ou est-ce que c'est le personnage? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de galeries là qui s'ouvrent. Déjà, au niveau de la colonne Voirol, vous avez vu, il y en a 3. Oui. Comment se fait le choix et comment vous la trouvez? L'espace est beau d'ailleurs. Il y a une floraison de galeries. Et ça, c'est toujours très bien. Parce que quels que soient les aléas, celles qui vont tenir la route vont se perfectionner. Se démarquer par leur... et se perfectionner et devenir de vrais professionnels. Donc ça, c'est parfaitement bien. Même s'il y en a qui restent sur le chemin, c'est la règle du jeu, c'est pas dramatique. En ce qui concerne la galerie Hella, j'ai trouvé que l'espace était très accueillant. J'ai trouvé qu'il correspondait à l'œuvre de Khadda, à une mise en évidence de l'éclairage est très bon, et voilà. Le personnel est très accueillant, très gentil, très ouvert, voilà. Et puis c'est un de mes amis qui a amené Monsieur Djeri chez moi à la maison. Nous avons discuté. Qui est une grande galerie d'art privée. Voilà. Et donc nous avons discuté, nous étions un peu sur la même longueur d'onde pour les problèmes de transmission en particulier. Il faut dire que c'est un ancien journaliste et qui a été directeur du journal Khabar. Et puis que le champ culturel, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, lui aussi. Donc il y a eu une entente. D'accord, une entente et on s'installe. Mais pour vous, est-ce que c'est plus est-ce qu'on a besoin d'un grand espace quand vous voyez les œuvres de Khadda ou il faut qu'il y ait comme un feeling avec la galeriste? Il faut les deux. Ok. Il faut les deux. J'ai fait des expositions dans des galeries moins importantes, mais c'était des expositions partielles, par exemple une exposition d'affiches, une exposition de gravure, c'est-à-dire chaque fois une technique particulière. Tandis que là, l'intérêt, c'est que l'espace permet de mettre toutes les techniques en même temps. Tout à fait, c'est vrai qu'il est grand. Alors l'exposition permet de prendre connaissance de la diversité des pratiques de Khadda, la gravure, l'affiche,
l'affiche, la peinture à l'huile, l'aquarelle. Nous entrons dans son univers fait de signes et où la palette des couleurs ocre, bleu, vert évoque immanquablement les racines de nos oliviers, la Méditerranée, nos montagnes et le désert. Madame Khedda, pouvez-vous nous en parler? Le choix, comment c'est fait? Le choix des œuvres? Oui, des œuvres, de tout ce que vous avez proposé. Écoutez, et surtout de ces couleurs, hein. Oui, non, mais c'était pas une question de couleurs, dans la mesure où les couleurs sont récurrentes. Il y a deux grandes familles de couleurs dans l'œuvre de Khedda, c'est les bleus, avec toutes les nuances de bleu, et les terres de sienne, les ocres, il y a ces deux. Autrement dit, c'est à la fois le sol, la terre algérienne et la Méditerranée. C'est les deux aspects de son œuvre. Ce que je peux en dire, c'est très compliqué. Pour évoquer un petit peu son parcours, c'est qu'il a commencé en tant qu'autodidacte de la peinture. Et il est un des fondateurs de l'école du cygne. Il est le fondateur en Algérie, le fondateur en Algérie. Il y a eu ensuite des déclinaisons par Aouchem, par d'autres écoles, enfin des déclinaisons particulières. Mais lui avait commencé par peindre des paysages. Il était à Mostaganem. Sa ville natale. Sa ville natale. Il était apprenti dans une imprimerie. Ouais. Et il était apprenti typographe. Et puis, il lisait, il voyait. Dans un premier temps, il voulait se consacrer à la poésie. Il a écrit pas mal de poèmes. Okay. Vous ne les avez pas fait découvrir, Madame non, parce que on a envie de voir. Imaginez-vous qu'il a tout déchiré parce que c'était un perfectionniste. Ah d'accord. Vous avez même pas un. Même pas un. Ok. Même pas un. Sauf ce qu'il a écrit par la suite. D'accord. Donc Khedda fait de la poésie pour démarrer. Occasionnelle. D'ailleurs, ça se voit sur les titres de ses œuvres. Ce sont toujours des titres très poétiques. Ce ne sont pas des titres, voilà. Donc, avec un de ses amis, Abdallah Ben Antar, qui est mort il y a 2 ans, mais qui lui est resté à Paris, ils allaient peindre sur le motif, comme on dit dans le jargon de la peinture. Ils allaient peindre sur le motif pendant les week-ends à Mostaganem. Et un jour, ils ont décidé de venir à Alger voir ce qui se passait. Déjà, quand ils étaient à Mosta, ils fréquentaient une galerie qui s'appelait la Galerie Colline et qui était une galerie d'avant-garde et qui faisait venir toutes les nouveautés parisiennes. D'accord, ok. Donc, ils avaient déjà cette ouverture. Ils sont venus à Alger et ils me racontaient qu'ils sont restés 48 heures au musée des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, 48 heures. Oui, c'est vrai que c'est grand. Mais non-stop. Oui. Et il me disait qu'ils se retiraient juste pour aller au jardin d'essai, manger leur sandwich et ils revenaient. Vous imaginez? Mais de l'ouverture à la fermeture, ils étaient à l'intérieur de... Et ils ont repris le train pour rentrer à Mostaganem. Et là, ils se sont dit, les yeux dans les yeux, nous serons peintres. D'accord. La décision a été prise à ce moment-là. À ce moment-là, voilà. Et qui lui a donné particulièrement envie? Est-ce qu'il y a... Alors, je pense qu'il avait un besoin d'expression qui était inhérent à sa personne, mais qui était aussi, on parlait tout à l'heure de transmission, qui était aussi une volonté de transmission historique, pas artistique, parce que sa famille, hélas, avait fait partie des propriétaires fonciers qui ont été dépossédés par la colonisation, et donc ses grands-parents, son grand-père et son grand-oncle, quand ils ont été dépossédés de leurs terres, ont trouvé, ont eu l'idée lumineuse de tuer le colon qui s'est installé sur leurs terres. Et bien entendu, ils ont découpé le corps, ils l'ont jeté dans un puits avec l'idée que ça passerait inaperçu. Non, c'était pas le cas. Et donc, ils ont été condamnés à perpète. Et donc, toute la famille a été condamnée à l'errance. Et donc, ils ont vécu dans une misère extrême, mais
avec le souvenir de ce qu'ils avaient perdu. D'accord. Et donc, je pense que lui a grandi dans cette image de splendeur qu'il voulait réacquérir. Oui. Et donc, à travers ces tableaux, on le voyait. On voyait cette splendeur, son travail. Son travail a été une sorte de remise à l'honneur à la fois du nom, qui avait été déchu par la dépossession. Et lui, il le fait renaître, ce nom-là, d'Erda. Voilà. Et puis, en même temps, une sorte d'affirmation que on ne peut pas tuer les Khadda. Bien sûr. On peut les déposséder, on peut les réduire à la misère, mais on ne peut pas les dénaturer. Et donc il a toujours eu à cœur. C'était quelqu'un de très très populaire dans son il allait comportement, dans sa vie de tous les jours, dans ses cafés, idées. Il était même révolutionnaire dans ses idées, etc. De gauche, de cœur, bien évidemment, c'était et puis bon militant. Il n'a pas été seulement... il a milité pendant la guerre d'indépendance. Pourtant, dans ses œuvres, Nedjet, les paysages ne manquent pas, ni les personnages d'ailleurs. Alors voilà, il y a donc ce parcours qui va de la représentation fidèle de la nature, qui passe par l'abstraction, par une et des personnages mythologiques qui reviennent plusieurs fois chez Khadda. Pourquoi Quel sens donne-t-il au mythe, Nedjet? De toute façon, le mythe en art est incontournable. Tous les artistes travaillent à partir de mythes, parce que si vous voulez, une des qualités de l'art, c'est d'apporter non pas des réponses, mais des questions, des éternelles questions, qui se posent à l'humanité en général, mais qui se posent à leur société en particulier. Et donc il y a cette interrogation du vivre ensemble qui était permanente et qui appartient à tous les artistes dignes de ce nom, quoi. Et donc en ce qui le concerne, il essayait d'être en adéquation avec son époque. Et en même temps, il avait cette histoire familiale qui l'ancrait dans la terre, au sens propre du terme. C'est pas au sens symbolique, bien sûr, mais au sens propre, évidemment. Et donc, toute son œuvre est bâtie, en quelque sorte, sur cette double postulation qui est à la fois un ancrage dans le terroir et une ouverture sur le monde en général, la modernité. Il se trouve que la modernité était définie par l'Occident. Malheureusement. Et l'est encore. Et elle est mal définie, je dirais. Oui. Mais avec les affiches comme celle, par exemple, pour le colloque sur la liberté d'expression ou le tableau du supplicié, on voit que l'engagement de Khadda, vous l'avez dit à l'instant, n'était pas qu'artistique, il était aussi politique. Comment il arrivait à concilier les deux? Ou c'était indissociable pour lui? Pour lui, ça allait de soi. C'était indissociable. Mais en même temps, il avait une sorte de, il craignait les malentendus qui pouvaient survenir de la notion même d'engagement. Parce qu'on imagine toujours l'engagement... Que l'art est un engagement, faire de l'art, non? Non, mais la conception même de l'engagement, dès qu'on entend le mot engagement, on pense à des slogans, on pense à une pensée déjà construite, toute faite, transmise, etc. Et pour lui, l'engagement, c'était à l'inverse. C'était un combat perpétuel, une remise en cause permanente. Et voilà. Donc, il a été militant, il avait choisi son parti, c'était le Parti communiste algérien, c'est à l'intérieur de ce parti qu'il a milité, il a distribué des tracts, il a fait les petites besognes, les petites tâches. Les tâches que font tous les militants. Et pour lui, il n'y avait pas de discordance entre son idéal, parce que vraiment son choix du Parti communiste, c'était de rétablir la justice qui avait été niée à sa famille, et que donc une égalité des chances, une justice sociale, tout cet idéal de justice et d'égalité, il le retrouvait
Et est-ce qu'il s'exprimait à travers aussi ces tableaux, tout ce qu'il vivait ou ce qu'il ressentait? Alors là, il considérait qu'il y avait un hiatus entre... il délimitait très nettement son activité de militant d'un parti de son activité d'artiste. Et il trouvait que quand on établissait des relations directes, on trahissait et l'un et l'autre. Et par exemple, il avait en horreur tout ce qui était, par exemple, des tableaux de l'époque soviétique avec le drapeau comme ça et la main brandi, levée, la main levée, etc. Ça, il n'aimait pas. Tout ça, c'était à l'inverse de sa conception de l'art. De l'art, ok. Et donc, pour lui, il fallait que ces images-là soient d'abord digérées et profondément digérées pour ressortir, mais pour ressortir autrement. Non seulement autrement, mais de façon énigmatique. Parce que l'art, ce n'est pas quelque chose de clair, ce n'est pas 2 et 2 font 4. Bien sûr, et que chacun fera sa propre lecture. Il faut les marges de l'interprétation. Il faut les marges de l'adhésion. Et chaque individu, avec sa sensibilité et son histoire propre, lit un tableau de façon différente. Pour dire, Madame Najat Rda, qu'il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités. Et donc chaque tableau... Et on se demande même s'il y a des vérités. En tout cas, il y a une quête de vérité. Tout à fait. Il y a une quête de vérité, mais arrivé à la vérité, nul n'est prophète. Tout à fait. Une petite pause, 14h27. L'instant culture, c'est jusqu'à 15h. Morceau. Merci Mohamed pour ce programme. Mehdi est un jeune. Il a associé, donc c'est un remix avec Hamdi Bennani, Hosn El Habib. J'espère que vous avez apprécié. Il est 14h32. On est en compagnie de Madame Najat Rda qui revient sur cette information que l'exposition qui se tient au niveau de la galerie Hala est reconduite pour un mois. Vous avez 4 semaines, c'est jusqu'au 4 février. Allez-y, vous allez découvrir toutes les facettes de Rda. Mais juste là, maintenant, on va du côté d'Oran. On a avec nous au téléphone Monsieur Mokhtar Allel. Il est président de l'association musicale culturelle Nahda d'Oran. Bonjour Monsieur Mokhtar Allel, merci d'être en direct avec nous. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie. Je voudrais quand même passer un bonjour aux chères auditrices et auditeurs de la chaîne 3, aussi avec mes meilleurs vœux, aussi mes salutations à votre invitée madame Fedda. Eh ben merci beaucoup. Alors association musicale culturelle andalouse, vous avez eu 3 jours, vous avez organisé un hommage rendu au maître, Cheikh Abdelrahman Sekal. Alors quel retour vous avez eu de ces 3 jours, Monsieur Mokhtar Allel? Alors, de cet événement qu'on a passé le 19 et 21 décembre, bon, c'était à l'occasion du 60e anniversaire de cette association, justement. Et on l'a organisé en hommage à Cheikh Abdelrahman Sekal. Un homme de culture, un artiste. Ah oui, un artiste, un cheikh. Donc, du 20e siècle, bien sûr, Cheikh Abdelrahman Sekal, qui a vécu de 1910 à 85. En 1985, installé à Oran en 56, et donc avec des mélomanes et musiciens qui étaient déjà installés à Oran, il créa le cercle. Au début, c'était un cercle, Nedi, cercle La Renaissance, et en 1964, donc là, il crée l'association An-Nahda, en arabe, on va dire, musicale, bien sûr, et culturelle. Alors, donc, je pose la question, est-ce que vous connaissez Madame Najat Rda, Monsieur Abdelrahman? Non, moi, je pose la question à Najat. Vous connaissez? Oui. Pourtant, vous avez il y a des ramifications à l'ouest. Oui. Non, moi, je suis originaire de l'ouest et j'essaie de suivre les activités de l'ouest. d'Oran, Tlemcen, tout ce qui se... Tlemcen essentiellement autour de Mohamed Dib, Oran essentiellement autour d'Abdelkader Alloula. Oui, tout à fait. Mais, vous savez, j'ai la mémoire qui flanche comme toutes les vieilles personnes. Et il est absolument évident que j'ai eu
eu à rencontrer cette association. Oui, qui existe qui existe. Alors, comment on fait pour faire durer une association, Monsieur Mokhtar Allel, de musique andalouse? Avant de répondre à votre question, je tiens à dire que j'ai été vraiment impressionné par le parcours du mari de Madame Najat Khedda. Vraiment, j'étais impressionné par l'artiste Khedda, Monsieur Khedda. Okay. Voilà. Donc, je reviens à votre question. Oui. Vous me disiez comment on intègre. Non, comment on peut faire durer une association aussi longtemps, voilà. Oui. Alors là, justement, j'y viens. Oui. Alors, Cheikh Abdelrahman Sakal, il est l'élève d'un cheikh. Oui. D'accord. Moulay Ziani. D'accord. Et là, bon, Cheikh, il a appris des morceaux de Cheikh Moulay Ziani, qui, à son tour, a fait apprendre aux élèves. Il a eu des élèves, Cheikh Abdelrahman Sakal. Il a eu des élèves dont moi, j'en fais partie. Et donc, il a donné il n'était pas avare. Donc, il donnait tout ce qu'il connaissait. Et c'est comme ça que on a pu, dans cette association, faire durer l'association, disons, avec le travail et bien sûr avec les prestations qu'on fait. Alors, il y a beaucoup de jeunes, Monsieur Mokhtar Allel, qui adhèrent à l'association musicale. Ah oui, il y a beaucoup de jeunes. Nous sommes, bon, bien sûr, c'est comme toutes les associations. Donc il y a des classes. La première, c'est la classe d'initiation. Déjà, elle se compose à peu près d'une cinquantaine d'élèves, de petits. Et après, il y a la deuxième classe instrumentale, à peu près une trentaine d'élèves. La troisième classe cadet aussi, à peu près une trentaine. Et la quatrième classe junior, avec à peu près une 30 à 40 élèves. D'accord, beaucoup de monde. Oui. Et là, on a créé une cinquième classe, on va dire pour les adultes. Les parents d'élèves qui accompagnent leurs enfants. Ils sont là à rester à attendre. C'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit peut-être que ça les intéresse à apprendre à jouer l'instrument. D'accord. Pourquoi pas? Et donc, on a quand même organisé une classe de parents. Oui, d'adultes. Alors, bien sûr, avec l'orchestre supérieur qui se produit à chaque fois. Mais si on devait définir, Monsieur Mokhtar Allel, l'association musicale culturelle andalouse de Nahda d'Oran, quel est votre style à vous? Par rapport à celle d'Alger, de Constantine, de Tlemcen. Alors, figurez-vous que nous, le style de Cheikh Abdelrahman Sakal, parce que tout lui revient, c'est un style qui est une tradition à part. Il a vécu à Tlemcen, il a appris à Tlemcen cette musique, mais est du contemporain de Cheikh Al-Albi Mensari. Mais sauf que il avait une différence. La différence, c'est dans la tradition, dans la sensibilité du morceau. Donc, ce qui a fait que nous, bon, on fait toujours, bien sûr, la nouba, la musique andalouse telle qu'elle est, mais avec la sensibilité et la tradition de Cheikh Abdelrahman Sakal. Il avait sa propre touche. Il avait sa propre touche, voilà. Et les frères Dib, alors ils ont un lien avec le grand romancier Dib, avec qui il travaillait? Non. Des grands maîtres, les frères Dib. Non. Ah, les maîtres de la musique. Oui, de la musique. Non, ils étaient avant. Ok. Non, ils étaient avant, cher Sakal. Oui, allez-y, Madame Najat Khedda veut intervenir. Non, je sais que la famille Dib, de façon générale, ce sont des musiciens. Et d'ailleurs, Mohamed Dib, dans un de ses écrits... Vous êtes spécialiste, Madame Najat Khedda, voilà. J'oublie à chaque fois. C'est vrai que le parcours, vous êtes toujours en train de parler du beau parcours de votre époux. Et je parle beaucoup du beau parcours de Mohamed Dib aussi. Et donc, dans un de ses écrits, dans l'Arbre à dire précisément, il dit qu'il était d'une famille de musiciens et qu'il n'en est pas devenu un lui-même, mais qu'il en a gardé la sensibilité et l'oreille. J'imagine, oui. Il a précisé l'oreille. Je vous ajouterai, Madame Khedda, qu'il avait aussi un piano chez lui. Ah, il avait, non seulement il avait un piano. Parce que vous l'avez fréquenté. Il avait un piano. Oui, voilà, très bien, je connais. Dites-moi, oui, allez-y.
Monsieur Mokhtar Allel? Alors, les Mohamed Dib, les Chouyour, les deux frères, étaient bien sûr des Chouyour à l'époque. Mais pas de l'âge, ils étaient avant même Cheikh Al-Arbi. D'accord, ok, âgé. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association musicale culturelle Nahda d'Oran, Monsieur Mokhtar Allel, pour cette nouvelle année 2025? Une longue vie, Inch'Allah. Et beaucoup de prestations, beaucoup de concerts et la grande formation pour les élèves, pour la génération future, pour que notre musique classique algérienne ne se perde pas. Oui, c'est perpétué. Voilà. Un dernier mot avec Madame Nedjet Redda. Moi, je voulais juste poser la question du rapport avec Rafour. Parce que moi, je suis originaire de Nedroma, je suis pas tlemcenienne. Et donc, c'est cette musique-là, enfin, c'est ce versant-là de la musique andalouse que je connais le mieux. Et je voudrais savoir, votre association, quel rapport vous avez avec Rafour? Alors Rafour, chez Rafour, il avait un style à part. Il avait son propre style qu'il a créé lui-même. Son école. Bien d'accord. Voilà, son école. Bon, c'est pas son école, on va dire sa personne. D'accord, c'est les autres qui ont commencé, les jeunes qui ont commencé à suivre à peu près le style, son style et son genre de chant. Maintenant, Rafour, il a vraiment excellé dans le housi, dans le melhoun, mais pas dans la sana, pas dans la musique proprement andalouse. Très juste. D'accord. Et donc, mais on n'a pas de relation, de relations musicales. On ne pratique pas la même musique. La même musique. Vous avez l'association musique. Voilà, l'association Nahda d'Oran. Vous avez votre propre style. C'est une école, tout à fait. Et je vous souhaite beaucoup de succès, Monsieur Mokhtar Allel, encore. Merci, madame. Voilà, pour les activités et puis continuer à perpétuer. Voilà. Que la musique andalouse a formé surtout. 14h. Merci. 14h42 minutes. Yatek Saha. Je sais que vous aviez envie encore d'apprécier Nedjet Redda. Il est 14h44 minutes. Merci à Mohamed Toualbi. On continue notre émission. Évidemment, on parle de cette exposition et puis on souhaite longue vie, une bonne santé à Cheikh Rafour, fatigué et âgé, je pense, qui donne plus de concerts. Et évidemment, l'association musicale culturelle Nahda d'Oran, Monsieur Mokhtar Allel. Voilà, il forme et c'est ce qu'il faut faire pour que on n'oublie pas toute cette richesse de la musique andalouse. Tout à fait. Des tableaux comme Le Supplicié ou Mémoire clairière qui renvoie au recueil de poésie de Béchir Hadj Ali rappellent la très grande proximité entre ce dernier et Mohamed Redda. Pouvez-vous nous dire, Nedjet, quelques mots sur leur lien et comment cette relation fécondait-elle la création et la réflexion de l'un et de l'autre? À vrai Béchir Hadj Ali, il faudrait qu'on fasse une belle émission sur cette grandeur. L'amitié de Béchir Hadj Ali et de Mohamed Redda dépassait, si vous voulez, les limites c'était à la fois un compagnonnage intellectuel, une même sensibilité artistique, et alors une parenté idéologique à nul autre pareil. Mais il faut dire que il travaillait en trio plutôt qu'en binôme, parce qu'il y avait Abdelkader Alloula dans le trio, et ça se manifestait par le fait que ils communiquaient sur leur propre travail. Et chacun dans son domaine, où on arrivait à échanger. C'était fluide, parce que Abdelkader, quand il finissait une pièce, venait à Alger, prenait le train, puisque à cette époque-là, il fallait prendre... On continue à prendre le train, Madame Nedjet Redda, oui, bien sûr. Celui de midi ou 7h du matin, des fois, c'est bien sûr, un peu de retard, mais c'est quand même pratique, le train. Il y a la possibilité aussi de prendre la voiture ou de prendre... Ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait pas le faire. Là, maintenant, en 4h, 4h30, vous êtes sur l'autoroute et là, on est à Oran. Et donc, Abdelkader Rahmo venait à la maison avec son travail, son enregistrement de sa pièce. Et il y avait une soirée, mais qui pouvait durer très longtemps, interminable, avec Mohamed Béchir, qui écoutait la pièce, qui faisait des remarques, et voilà. Et quel plaisir
si la vie pouvait revenir et qu'on puisse être avec eux, juste comme ça, une soirée. C'était vraiment un bonheur de la communication. De côtoyer tous ces parce gens-là. qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, ils avaient les mêmes aspirations de progrès, d'égalité sociale, de justice et surtout de promotion du peuple. Parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas suffisant de donner du pain au peuple, qu'il fallait lui donner d'abord de la culture. Bien sûr. Et que le soubassement même de tout progrès, c'était la formation culturelle. Par ailleurs, Béchir et Mohamed avaient cette cette proximité parce que nous habitions à la même ville et que donc lui et sa femme étaient toutes les semaines chez nous. Comme nous habitions au centre-ville, eux à Usendé. Voilà, vous vous voyez souvent. Voilà. Et donc l'un ne travaillait pas sans le regard de l'autre. Donc ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin leur relation. De ça. Mais indépendamment du regard, il y avait une communication sur les idées, sur les projets, sur même des choses qui n'étaient pas faites, qui n'étaient pas encore faites, qui étaient permanentes. Et bon, c'est vrai que quand Béchir a été arrêté et torturé, le tableau là qui est vraiment, je pense, l'emblème, le symbole même de cette pratique immonde qu'est la torture, le représente, et même physiquement on le reconnaît, alors que Mohamed était dans l'abstraction, mais dès lors qu'il a fallu représenter les douleurs de son ami, la souffrance de son ami, c'était tout autre chose. Ça a été présentifié, ça a été représenté, figuré dans ce corps désarticulé. En tout cas, leur relation était féconde et il y avait de la création. Tout à fait. Voilà, c'est ce qui Quant à Mémoire clairière que vous venez d'évoquer, c'était au moment où Béchir commençait à perdre la mémoire et où il y a eu ce tableau où qui est très touffu, qui est une sorte de bosquet dans lequel on se meut très très difficilement, comme s'il y avait des petites ruelles, des petits sentiers vers une problématique lumière. Et ça s'appelle Mémoire clairière. Mémoire clairière. Donc, est-ce qu'il arriverait à trouver le chemin et la lumière? C'est ça. Oui. Alors, on continue. Madame Nedjat Reda, l'exposition à la Galerie Hala permet de découvrir de nombreuses gravures de Khouda, vous l'avez dit au début de l'émission. C'est un aspect essentiel de son œuvre, puisqu'il a commencé, vous l'avez dit, comme typographe. Mais est-ce que vous pouvez nous dire son rapport à la lettre et à l'écriture? Alors, en dehors de faire des tableaux, quel était son rapport? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il était en train de peindre, il a pris conscience du fait que l'esthétique du Maghreb était une esthétique qui était ancrée dans l'abstraction. Que ce soit dans l'interdit de la représentation qui nous est venu de la civilisation islamique, ou que ce soit de la civilisation berbère antérieure à l'arrivée des musulmans, l'art berbère n'a jamais figuré. L'art berbère a toujours été symbolique et avec des signes et surtout des signes géométriques. Et donc, si vous voulez, ce retour aux sources lui a permis de réapprivoiser la calligraphie de façon générale. La calligraphie qui se prête, si vous voulez, qui est d'elle-même est quelque chose d'esthétique, mais qu'il a adapté à ce qu'il voulait lui représenter, à ce qu'il voulait dire. Et puis, au fur et à mesure, il s'est rendu compte que dans le monde arabe, que ce soit au Maghreb ou au Masharaq, la calligraphie était devenue une fin en soi. Et il trouvait ça non satisfaisant du tout. Et donc, il a renoncé à la calligraphie, d'autant plus que au fur et à mesure qu'il évoluait dans sa propre peinture, il a ou pris conscience ou inventé, je n'en sais rien, le fait que la nature elle-même était une calligraphie. Et que la nature cryptait le monde, que la nature, que les falaises étaient une forme d'écriture. Bien sûr, les montagnes, les reliefs. Que les reliefs, tout ça, que les oueds traçaient
Voilà. Oui. Et que donc il y avait une écriture immanente, une écriture qui venait de la nature elle-même, et que l'écriture humaine s'était surimposée pour à la fois dire cette écriture du monde. Et donc, on a souvent qualifié l'œuvre de Khadda de paysagiste. Et donc, il a été les deux. Il a été à la fois un paysagiste, mais un paysagiste qui écrivait et qui décryptait le monde. Alors, Nadjet Khadda, ça serait ma dernière question à 14h52, l'instant culture. Puisqu'on parle des gravures de Khadda, est-il possible peut-être de nous dire que son atelier, votre atelier, donc c'était votre maison, soit transformé en maison d'artiste? Elle a abrité actuellement quelques initiatives culturelles. N'est-il peut-être pas possible de la consacrer juste à Khadda, tout en conservant une couverture d'autres créateurs? Beaucoup sont passés par là. C'est quand même un lieu chargé de mémoire et d'histoire. Écoutez, au lendemain de sa mort, un des ministres de la Culture, pour ne pas le nommer, c'était Aboubakar Belkaïd, qui a classé l'œuvre de Khadda, avait émis le projet de transformer la maison en musée. Et donc, ce projet a commencé à se mettre en place. Puis, il y a eu la coupure de la fameuse décennie noire. Voilà. Ensuite, moi-même, j'ai été malade et j'ai été hors circuit. Tout à fait. Donc, il s'est passé du temps sans que ce projet n'aboutisse. Et puis, il y a eu une succession de ministres de la Culture qui tous adhéraient à l'idée, mais qui ne l'a... Il n'y a pas eu de... Voilà, d'évolution. Donc, vous êtes arrivé à... Donc, là, maintenant, à mon âge, je ne peux pas suivre une idée qui est enlisée, quoi. Et donc, j'ai confié la maison à un galeriste qui en a fait une résidence d'artistes. Et donc, les artistes de passage peuvent profiter de l'atelier qui est resté en l'état, avec la presse à graver dont ils peuvent se servir, avec les chevalets, avec l'espace. Il y a encore toujours l'âme de Khadda. La maison, elle le porte encore. Et les matériaux de travail, ce qui est important aussi pour les jeunes artistes qui trouvent, quand ils viennent, par exemple, un jeune artiste qui vient de l'intérieur du pays peut à la fois loger, il y a une cuisine, donc ça sert l'art, voilà, c'est une maison. Oui, voilà, c'est mis à la disposition des artistes qui, pour un moment, pour une époque, s'installent à Alger pour travailler et qui ont les conditions de travail. Précise la maison, est-ce qu'on l'a nommée Maison Khadda. Maison Khadda, voilà, ça n'a pas été changé. Nadjet Khadda, alors on rappelle, vous êtes professeur de langue et de littérature française à la retraite. Vous travaillez, on a une petite idée sur le dictionnaire raisonné, 3-4 ans déjà. Est-ce que vous pensez que 2025, on le verrez? Je l'espère. Est-ce que vous êtes donné une date? Moi, je me suis donné la date du travail. Le travail est quasiment fini, à part quelques retouches. Maintenant, il y a un problème de financement. Au départ, c'était le Musée des Beaux-Arts qui devait financer ce catalogue. Et la directrice me dit qu'elle n'en a pas les moyens. Donc, je dois renouer contact avec la tutelle pour voir comment les choses peuvent se dénouer. Ok, pour pouvoir le voir, ce dictionnaire. Mais entre-temps, on rappelle que l'exposition qui est jusqu'au 4 février 2025 des œuvres de Mohamed Khadda, on le trouve sur toutes ses facettes, à ne pas manquer. Absolument. Et puis, disons que à partir de Khadda, l'envie peut venir à tous les visiteurs de maintenir ce contact avec la production picturale de l'Algérie. D'autant plus qu'il y a une floraison de jeunes peintres actuellement. Tout à fait. Et qui ont du talent. Hein. Et certains ont beaucoup de talent. Mais en même temps, il faut qu'il y ait, si vous voulez, une sélection qui doit se faire, bien s'effectue. sûr. Voilà. Et donc c'est bien qu'il y en ait beaucoup parce que à partir du beaucoup, on peut extraire le meilleur. Voilà. Alors est-ce que pour 2025, vous
pensez à une autre exposition dédiée aussi au travail de Khadda? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Non, pas pour le moment. Okay, non, pas pour le moment. C'est très lourd à préparer une exposition. Vous avez fait, il y a celle des affiches il y a à peine 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, 2 ans, exactement. Oui, voilà, ça s'est passé à la galerie. Et puis après, il y a eu une exposition de gravure, à la galerie Sint Art. Oui. Bon, voilà, donc là maintenant. Et là, on débute l'année avec cette belle exposition de Mohamed Khadda. Allez-y, c'est au niveau de la colonne Voirol, Hidara, la galerie Hala, une nouvelle galerie. Il y a de très beaux espaces et vous allez apprécier tout le travail de Mohamed Khadda. Emmenez vos enfants pour découvrir cet artiste peintre qui fait partie de la mémoire de la culture algérienne. Du patrimoine. Et du patrimoine. Merci Nadjet. Merci à vous. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci bien. Voilà, continuez. Faites-nous plaisir. Voilà. Merci à Mohamed Walbi qui a assuré le direct. Voilà, Samer. Merci Samer à la technique. Et puis notre cher ami et Mouni. Allez, je vous donne rendez-vous demain. Elle est podcastée l'émission, mon cher Mohamed Walbi. Oui, voilà, on peut l'annoncer. Elle est podcastée sur Radio Algérie chaîne 3. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. D'ici là, soyez prudents et puis profitez de ces premiers jours de la nouvelle année 2025 pour se dire qu'on doit émettre des... Voilà, et sur YouTube également, vous pouvez trouver l'émission, en tout cas pour que ça émette de bonnes ondes. Allez, au revoir, Yamin Hash.